TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Mon nom est Abdoussal et voici l'épisode numéro 55. Oui, 55 comme comme le numéro de Carlos Sainz, pilote actuel chez McLaren, qui s'en va chez Ferrari l'année prochaine. On lui souhaite évidemment, on lui offre le soutien moral possible. Sainz est en Formule 1 depuis 2015. Il a commencé chez Toro Rosso. Sainz compte 2 podiums, les 2 avec McLaren, inscrits l'année dernière en 2019 au Brésil et cette année lors de ce Grand Prix d'Italie. Alors, Carlos Sainz, on lui souhaite la meilleure des chances avec Ferrari en espérant que ça aille mieux pour la Scuderia cette année. Alors, au menu cette semaine, on revient sur la première moitié de la saison 2020 de Formule 1. Quelque chose que je n'aurais pu dire au mois de septembre, qu'on est à la mi-saison, mais que vous comprendrez que dans ces situations très difficiles, évidemment, il y a eu le report de du début de la saison. Alors, on va revenir sur la saison avec les 10 écuries. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. C'est un départ. Alors, pour revenir sur cette mi-saison 2020, j'accueille avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va très bien même. Et toi? Oui, ça va bien. Un peu fatigué parce que monsieur a eu la brillante idée de faire une sieste de 2 heures, 2 heures et demie. Alors, ouais, Ce sont le type de sieste pas recommandé habituellement. Ouais, ça va être très difficile de dormir après, mais Fallait le faire. il fallait le faire. Et j'ai avec moi, comme à l'habitude, Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut les gars. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, très très bien, merci. Alors, Ana Maria, Marc-André, comme je l'ai dit, on connaît une année 2020 assez difficile, mais exceptionnelle dans tous les sens. Parce que, je vous rappelle, la saison de Formule 1 était supposée être la plus longue de l'histoire avec 22 courses. Mais malheureusement, le coronavirus est apparu. Ça a commencé avec l'annulation du Grand Prix de Chine. Le report ensuite, l'annulation du Grand Prix de Chine. Ensuite, ça a été l'annulation du Grand Prix d'Australie après que un membre de McLaren a été testé positif. Et ensuite, on a été en arrêt pendant quelques mois jusqu'à ce qu'on retrouve la Formule 1 avec le premier Grand Prix de la saison 2020 en Autriche, et pas une, mais 2 courses sur le même circuit, ce qui a été l'habitude aussi en Grande-Bretagne, et ce qu'on verra aussi un peu plus tard au mois de décembre. Alors, en quelques secondes, qu'avez-vous pensé de cette première moitié de saison 2020 assez exceptionnelle? Et je vais commencer par Marc-André. Écoute, c'est une saison qui est exceptionnelle, comme tu l'as dit, sur plusieurs points de vue. Mais ce qui me surprend le plus depuis le début de saison, oui, c'est peut-être la domination totale de Mercedes, mais encore plus loin que ça, c'est la présence des jeunes qui réussissent à avoir leur
leur publicité durant un Grand Prix parce qu'ils font de bonnes performances. On pense notamment à Lando Norris qui a une saison vraiment exceptionnelle pour un jeune comme lui. Pierre Gasly qui a réussi à avoir sa première victoire en Italie il y a 2 semaines. Alors, je pense que ce qui m'étonne le plus, c'est la présence des jeunes qui continuent à pousser vers le sommet. Et Max Verstappen qui connaît des ratés avec son moteur Honda qui est fragile quand même depuis le début de la saison. Oui, ça c'est bel et bien vrai. Anna Maria? Oui, c'est una saison différente, Mhm. différente et ça a commencé tard à cause de Corona, mais quand même, il y a beaucoup de rebondissements jusqu'à c'est Mercedes qui domine plus plus que l'année passée, parce que cette année Ferrari est même pas là. Red Bull, como dice Marc-André, c'est dommage, ils n'ont pas assez de puissance et maintenant avec la nouvelle règle et un seul map moteur pour course qualification, mais c'est fini. Et on peut, c'est fini pour Red Bull, il ne peut pas faire pas grand-chose. C'est Ouais. Mercedes qui était, il n'y a pas, il y a pas aucune autre équipe qui peut se battre avec. Cette année, c'est encore pire. Mais quand même, on s'amuse. Il y a des gens qui profitent. Des fois, quand il y a une petite pénalité pour Hamilton, on a le temps de voir qu'est-ce qui se passe avec les autres aussi. Mais à part ça, au moins, on a eu quelque chose jusqu'à maintenant. C'est mieux que rien. C'est vrai. Et je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que j'ai pensé de cette première moitié de saison, moi, je l'ai quand même aimé, malgré le fait que, par exemple, on a eu quelques courses qui ne passeront pas à l'histoire certainement. Je pense à Espagne et Belgique, entre autres. Mais, comme tu l'as dit, Anna Maria, je pense que on peut être fier au moins d'avoir de la Formule 1 parce que à un moment donné, on se disait est-ce qu'on va avoir une saison avec Mhm. toutes les avec certaines restrictions de vol. En fait, déjà nous au Canada, on peut pas déjà accueillir du monde qui vient des États-Unis et même d'un peu partout dans le monde parce que ça, si c'est le cas, ben, c'est une quarantaine forcée une quarantaine de 14 jours. Alors, au moins, on a 17 courses. Et comme je l'ai dit dans un épisode il y a quelques semaines, on peut être fier de la Formule 1 parce que, au final, quand on regarde, on était supposé avoir 22 courses, on en a 17. Donc, c'est 5 Mhm. de moins. Puis le tout, bon, d'accord, c'est sur un, c'est sur trois programmes triples. Puis on aura Mhm. un autre en plus à la fin de la saison. Donc, ça a été très compliqué. Puis Dieu merci, je ne pense pas que ça va se reproduire parce que pour tout le monde, c'est pas mal compliqué. Mais au moins, on a du spectacle. Et comme tu l'as dit, Marc-André, les jeunes se sont montrés. Lando Norris, Ouais. Charles Leclerc, Pierre Gasly, Lance Stroll, George Russell aussi, Alex Albon aussi en quelque sorte. Alors, on voit vraiment que la jeune génération nous épate finalement. Puis Mhm. on voit soit l'étendue ou le début de quelque chose. Alors, je pense que oui, Mercedes domine, mais la Il y a autre bataille... chose. Oui, vas-y. Il y a autre chose. Comme je voulais juste intervenir un peu. Oui, Mercedes est dominante, mais au moins à l'arrière, c'est intéressant. Il y a une course phénoménale entre les écuries à l'arrière et les pilotes même qui continuent à avancer et à s'améliorer dans la compétition. Et Lando Norris qui compétitionne très bien avec son coéquipier Carlos Sainz. Et ça, c'est beau à voir. C'est très beau à voir de voir une compétition entre les pilotes et les coéquipiers. Et tu parlais de fierté tantôt sur le fait que la Formule 1 ait 17 courses. Moi, ce qui me rend fier, c'est de voir qu'il y a encore des courses.
Ça aurait pu une éclosion à l'intérieur. On a eu un cas avec Sergio Perez. C'est le seul cas peut-être qui a été comme mentionné comme important, vu que ça touchait un pilote qui fait partie des 20 pilotes. Mais on a encore des courses et les règles sont respectées. Il y a eu le petit épisode avec la rencontre entre Sébastien Vettel et Christian Horner en début de saison. Mais après ça, on n'a pas réentendu de problème à ce niveau-là. Donc, moi, ça me rend fier de voir que les pilotes et les écuries respectent les règlements parce que ça part de là. Si les restrictions ne sont pas bien respectées, il est possible qu'il y ait une éclosion et que la pandémie vienne gâcher encore la saison. Donc, présentement, ce qui est le fun, c'est qu'on ait encore des courses et il nous en reste une couple encore. Exactement. Et d'ailleurs, la deuxième moitié de la saison commence en Russie. Puis on parlait de sieste en début d'épisode. Je ne sais pas si ça sera un autre cas. Bref, on verra. On verra. On a eu des courses folles en Italie. Qu'est-ce que ce sera en Russie? On verra. Bon, on va faire le tour des 10 écuries, en fait. Donc, ce que je vais faire, on va y aller selon l'ordre du championnat 2020 des constructeurs. Donc, naturellement, on va commencer par Mercedes et Red Bull en premier. Alors, Mercedes, cette saison... On fait pas de paris inversés. Hein? On ne fait pas de grilles inversées. Je vais même plus entendre parler de ça, là. C'est de la bullshit. Oh boy. À moins que Netflix vienne... à moins que pour rendre l'épisode intéressant, Netflix vienne chez moi pour filmer le podcast et faire comme un Allemagne 2019 avec Mercedes. Mais attention, Netflix sera là à Russie pour suivre Mercedes. Et surtout Lewis Hamilton dans l'optique où il pourrait égaler la marque du nombre de victoires de Michael Schumacher. Wow. Et justement, on va parler de Mercedes et de Lewis Hamilton. 325 points cette saison. Hamilton, comme à l'habitude, au sommet avec 190 points. Et Valtteri Bottas, 135. Anna Maria, il n'y a rien à redire sur Mercedes. C'est une saison... c'est presque sans faille pour l'écurie allemande, qui d'ailleurs a changé ses couleurs pour combattre les injustices sociales telles le racisme. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler. On va parler de la performance des deux pilotes. Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, mais il y a rien à dire sur la performance. Ils ont une bonne voiture et quand même, ils se débrouillent bien. Des fois, Bottas n'est pas si performant, mais on a quand même eu l'opportunité de regarder Hamilton rouler un peu derrière et on confirme que c'est une voiture faite pour rouler en avant. Dès qu'ils sont un peu derrière quelqu'un, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je dirais pas que Bottas est pas si performant. C'est juste que c'est lui qui reste derrière. Il faut qu'il souffre un petit peu. On l'a vu déjà quand Hamilton il restait un peu derrière, c'est ça qui arrive les problèmes. Et je pense que c'est ça aussi, on ne fait pas de grilles inversées parce que ça ne serait pas facile non plus et ça ne serait pas correct non plus parce que les bouts de la course, c'est rouler le plus rapidement possible en avant, fait qu'il n'y a rien à faire d'inversé. Mais par contre, Mercedes, il fait bien. Disons que cette année, c'est comme parfait. Juste à Italie, ils ont fait un gros erreur avec Hamilton. Hamilton, l'équipe, tout le monde ensemble, ils ont fait une erreur qui a envoyé Hamilton derrière. C'est ça qui a causé qu'on a eu une grande course quand même. C'est pour ça qu'on ne va pas non plus les blâmer beaucoup. Mais
Oui, il y a des petits erreurs qui s'échappent, mais quand tu roules en avant, quand tu as au moins presque un tour avantage, c'est pas si pire, il n'y a pas de problème. ça, tu peux quand même, t'as quand même comme l'espace pour faire une petite erreur de temps en temps, mais c'est ça. Ils sont parfaits, ils sont en avant. On va voir un septième pour Hamilton, c'est sûr. Et Bottas, il va continuer avec l'équipe. Ça veut dire que lui il est content aussi, qu'est-ce qu'il fait, mais c'est ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mercedes, vraiment presque sans faille. Mais Marc-André, je vais te poser la question. Euh, Mercedes est sans faille, mais on l'a vu par exemple, lors du Grand Prix du 70e anniversaire, où l'écurie en a pas mal arraché avec la température des pneus. Je sais que là, on arrive dans une période de l'année où les températures vont être un peu plus fraîches. Mais est-ce que si jamais on arrive sur des circuits où les pneus sont durement mis à l'épreuve, est-ce que tu crois que Mercedes pourra tenir le coup et même voir Red Bull ressurgir comme on l'a vu lors du Grand Prix du 70e anniversaire? C'est une excellente question. Présentement, ça va dépendre, comme tu l'as dit, des températures de piste lors des prochains Grands Prix, mais c'est sûr qu'on a vu une certaine lumière d'alerte lors de ce Grand Prix du 70e anniversaire, puisqu'on a vu Mercedes en difficulté avec les pneus. On a vu un Hamilton qui se questionnait énormément sur sa voiture parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas en mesure d'avoir autant de performance que d'habitude. Et on a vu Hamilton être un peu en panique alors qu'il accusait Verstappen d'avoir des pneus non réglementaires puisqu'il performait mieux, tout simplement. Alors, si jamais ça devait se reproduire, peut-être que nous pourrions avoir une course au classement peut-être plus serrée, parce que vous l'avez dit, la Mercedes est sans faute à peu près lors de cette saison. Bon, quelques incidents. Anna Maria a parlé d'Italie, tu as parlé du 70e anniversaire lors du Grand Prix en Grande-Bretagne. Et l'autre petit incident que je pourrais apporter, c'est lors du premier Grand Prix dans la saison. On a vu les Mercedes avoir des problèmes avec les vibrateurs lorsque la voiture montait sur les vibrateurs. Et la Mercedes était fragile, comme on dit. Alors, est-ce que ce problème pourrait ressurgir? Peut-être. On se souvient que lors des essais libres hivernaux, la Mercedes était pointée comme peut-être une voiture fragile à avoir des problèmes lors de fiabilité. Bon, on connaît tout le portefeuille que Mercedes peut apporter dans la voiture, donc probablement qu'ils l'ont réglé, le problème. Mais reste-t-il qu'il y avait questionnement sur la fragilité de la voiture? Donc moi, personnellement, il est possible que la voiture commence à avoir de la difficulté en fin de saison et peut-être que ça pourrait mener à une meilleure course au classement. Mais présentement, comme tu l'as dit, c'est possible que la voiture connaisse des difficultés à la chaleur lorsque la piste est très, très chaude et que les pneus dégradent rapidement. On a vu le résultat lors du 70e anniversaire. Oui, et à Mugello. Et puis, excuse-moi si j'ai ri, c'est parce que tu avais des vibrateurs. Donc, on l'oublie, celle-là, un peu, mais... Oui, mais c'est... Je sais pas, parce que Hamilton, il se plaint toujours, hein? Il se plaint, il y a encore dedans, mais il ne fait pas trop confiance, parce que quand la Mercedes, oui, il y a des problèmes, les autres, ils ont pire encore. Oh, oui. C'est ça. J'aimerais ça voir Mercedes dans une Williams. Hamilton dans une Williams. Mais oui, mais on dit tout ça, mais c'est ça. C'est ça. C'est comme voir a Fernando sur la McLaren Honda. Ouais. Ah oui, oui, exactement. Honnêtement, je suis vraiment tanné d'entendre le dire. Ah, mais on devrait... Ouais, mais si Hamilton il roulait avec une ice, il aurait de la difficulté. Mais c'est pas comme ça que le sport fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Puis
Puis justement, parce qu'on va parler de Red Bull, t'as Eddie Jordan qui dit ah ben Hamilton il devrait aller chez Red Bull pour être aux côtés de Verstappen. No. Ben oui. On Euh, n'aimerait pas voir ça, voyons donc. on Il y a veut pas. personne qui veut voir cette guerre. Mais non, surtout Red Bull, hein. Red Bull, il va pas chercher Hamilton. Il n'y a pas 40 millions pour Hamilton. Ouais, Ils ont des pilotes qui forment. Il n'y a pas besoin de passer l'argent dedans. c'est ça. Et justement, on va parler de Red Bull. Ouais, je m'attendais à mieux de. Je m'attendais à mieux de la part de Red Bull. Parce que oui, l'écurie est deuxième avec une victoire de Max Verstappen justement au Grand Prix du 70e anniversaire et quelques podiums de la part de Verstappen et d'Albon au Grand Prix de Toscane. Mais est-ce que cette saison vous trouvez que l'écurie sous-performe ou ou cette année c'est juste jusqu'à présent elle a atteint le sommet des performances de la voiture, Marc-André. Je pense qu'elle sous-performe. Est-ce qu'on avait trop d'attentes en début de saison? Peut-être. Mais quand même, cette voiture avait l'air d'avoir du potentiel. Je ne mettrai pas la faute sur le moteur Honda nécessairement parce que, bon, je pense que les pions étaient placés pour une victoire lors du premier Grand Prix pour Max Verstappen avec une stratégie qui avait été parfaitement exécutée. Il restait seulement que la voiture puisse rester sur la route, sur la piste. Et malheureusement, un bris de moteur a un peu gâché tout ça. Mais reste-t-il qu'il a l'air d'avoir un problème chez Red Bull. C'est pas pour rien qu'il a eu une rencontre en Autriche. Ou non, un petit peu plus tard dans la saison, entre les grands dirigeants qui se sont tous rencontrés. Je pense même que c'était au Royaume-Uni. Donc, pour trouver la solution, parce que Honda mettait un peu ça sur la faute de la voiture en tant que telle, tout ce qui comporte l'aérodynamisme, alors que Red Bull mettait un petit peu ça sur la faute de Honda. Je pense qu'ils se sont parlé et que tout pourrait revenir dans l'ordre, mais c'est certain qu'il y a l'air d'avoir un problème avec cette voiture à la base de la construction. C'est malheureux parce que je pense qu'on aurait pu avoir une magnifique saison avec un Max Verstappen qui est en forme, qui est honnêtement, qui performe comme jamais. Il va s'améliorer encore plus, je pense, mais présentement, on n'a jamais vu un Max Verstappen aussi bon sur la piste et d'avoir une voiture qui ne lui permet pas d'aller au potentiel de son talent. C'est un peu dommage, mais il reste que je pense qu'ils vont avoir une deuxième mi-saison, peut-être mieux, mais pas assez pour continuer à compétitionner de la façon avec Hamilton. C'est impossible. La Mercedes est trop en avance, mais il reste que d'avoir une bonne performance comme ils l'ont eu lors de lors de la course en Italie. Non, pas d'Italie, je suis tout mêlé dans mes Autriche. lors de Autriche, exact. Je pense que ça aurait pu aider énormément les. Oui, et c'est justement ça que je pensais parce que Max Verstappen n'eût été de cet abandon inattendu là. Moi, je pense qu'on aurait une belle bataille entre les deux Mercedes et Verstappen pour la victoire. Mais malheureusement, un problème de moteur a tout gâché. Anna Maria... 25 points qui auraient été importants. C'est 25 points. C'est 25 points... 18 ou 25 points qui ont été perdus, là, parce que je trouve que c'était vraiment dommage pour Verstappen d'abandonner de cette sorte. Anna Maria, je te pose la même question. Est-ce que Red Bull sous-performe ou ce sont des performances selon la voiture? Sous-performe, parce que si on va chercher la performance réelle de la voiture, on doit évaluer qu'est-ce qui fait Albon. Oui. On le trouve
plus en arrière, c'est plus difficile. Il se bat avec la voiture quand il y a la chance. Il va aller, il va chercher en avant. Mais on devrait plutôt regarder qu'est-ce qu'il fait avant. Après, comme, comme dit Marc-André, c'est parce que Max, pour lui, c'est comme bonne année parce que lui, il arrive à maturité, il fait pas d'erreur, il fait ce qu'il doit faire, il fait ce que l'équipe le demande, mais c'est dommage parce qu'il ne peut pas il peut pas faire plus. Des fois, il veut faire plus, mais la voiture, je pense qu'ils ont manqué un petit peu le coup avec la voiture. Et en plus, avec tout ça del corona, ils se sont arrêtés. Fait que les équipes, ils n'ont pas eu comme le temps de régler les problèmes. C'est que c'est maintenant que ça se passe. Maintenant, c'est la mi-session. Maintenant, c'est que les équipes commencent à faire... à mettre des nouvelles, comment ça se dit? Des nouvelles pièces ou... Oui, de nouvelles pièces, ils commencent à tester, c'est comme... Et c'est ça que ça se passe, mais ils n'ont pas beaucoup de temps non plus, parce qu'il faut qu'ils travaillent dans la voiture de l'année prochaine, même si c'est la même, si la réglementation, ça ne change pas, mais il faut que aussi, de toute façon, les équipes, ils doivent travailler sur la voiture de l'année prochaine. Et en plus, c'est un peu dommage parce que les changements qu'il y a eu la FIA par rapport à la configuration, parce que Red Bull il utilise un mode très agressif en course pour les moteurs, pour la configuration des map motor, fait que la FIA y empêche maintenant qu'ils utilisent des configurations différentes pour la qualification pendant la course aussi. Ils ne peuvent pas utiliser le bouton parti, mais il y a des gens qui disent oui, c'est pour empêcher Mercedes de continuer. Et non, parce que Mercedes, il y a un bon moteur, il y a une bonne performance. C'est vrai que ce que disait Toto Wolff, ça ne les dérange pas parce qu'ils vont avoir plus pour la course, parce qu'ils n'utilisent pas plus pour la qualification. Et c'est ça qui est dommage pour Red Bull. Et pour faire beaucoup, avec pas beaucoup de potence, parce qu'il disait, pendant la course, Max, il pouvait se tenir, il pouvait conserver comme pour aller après chercher les autres, mais maintenant, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas se garder, il ne peut pas performer dans la qualification, il ne peut pas utiliser les boutons party, il ne peut pas utiliser ces plus de puissance qui pouvaient changer pendant la course parce qu'il est interdit. Fait qu'il faut que l'auto il soit configuré maintenant pour toute la course pareil, et c'est ça, maintenant c'est pire encore parce que maintenant, oui, Mercedes il continue à l'avant, mais toutes les autres, ils sont comme un peu freinés à l'arrière aussi. Oui, on peut voir que Renault il peut se battre en avant avec McLaren, avec Racing Point, oui, mais il ne peut pas aller chercher Mercedes. Oui, c'est Avant, vrai. Red Bull, il pouvait faire ça, il pouvait utiliser, mais maintenant, oui, c'est égal, un milieu de peloton, mais en avant, il n'y a pas de aucun auto qui peut aller chercher à la régulière. Il n'y a pas aucun qui peut aller chercher Mercedes. La seule chose qu'il peut faire, c'est, ne sais pas, rester dans la course, pas faire une arrêt ou des choses comme ça, ou que se passe des choses spéciales comme les deux dernières courses, mais ça, c'est pas une course normale. Quand ça va avoir une course normale, ça va être pire encore. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et Red Bull, il va continuer. Et Red Bull, c'est ça. Lui, c'est eux que je pense que c'est eux qui sont pénalisés maintenant. Oui, mais j'ai hâte de voir parce que Red Bull, pour la deuxième partie,
ils pourraient être désavantagés, je pense. Russie, ils n'ont pas été. En Russie, c'est rare qu'ils ont été excellents. Là, ensuite, ça va être le Grand Prix de l'Eiffel au Nürburgring avec cette nouvelle avec les nouvelles générations de voitures. En fait, Nürburgring, Portimao, Italie, Turquie, on ne sait pas encore sous ces voitures, avec cette voiture. Abu Dhabi, ça pourrait être correct. Bahreïn, je pense pas qu'ils aient une chance. Donc, Red Bull, oui, c'est vrai qu'ils ont sous-performé, mais en même temps, moi, je pense que avec la voiture qu'ils ont, ils ont eu des problèmes avec les sous-virages, beaucoup de têtes à queue, entre autres en début de saison, et même pendant les essais en février. Mais j'ai l'impression que ça va se replacer pour Red Bull. Par contre, moi, je m'attends pas à ce que l'écurie soit en mesure de donner la chair de poule à Mercedes. Je vais vous laisser méditer là-dessus parce que moi, je pense que Red Bull va faire du surplace, malheureusement. On va passer à McLaren, pour moi, qui est la surprise de la saison. 3e au championnat des pilotes avec 106 points. Les 2 pilotes ont obtenu leur podium cette saison. Norris lors du premier Grand Prix en Autriche grâce à une pénalité de 5 secondes imposée à Lewis Hamilton. Donc une des rares erreurs du Britannique. Et Carlos Sainz qui a obtenu son podium, une 2e place lors du Grand Prix d'Italie. Pour une équipe qui a connu des difficultés pendant la pandémie, qui a dû liquider bien des voitures de collection, ils ont même mis, je pense, leur usine en location ou quelque chose du genre, juste pour éviter les grosses pertes financières à cause justement de ces temps difficiles. Mais en piste, l'écurie fait le travail. Moi, je ne m'attendais pas à ce que McLaren finisse soit 3e après la première partie de la saison. Alors, Anna Maria, est-ce que McLaren a prouvé qu'elle est la 3e meilleure puissance du plateau? Pas encore. Pas encore? Oh! Non, mais Adou, je t'explique, c'est pas parce que je fais pas confiance, c'est pas parce que je pense pas que ils ont performé. Oui, ils ont fait un bon travail, ils ont fait un bon job avec la voiture. L'année passée, ils ont commencé presque la dernière course, ils ont commencé à performer. On voyait les travaux qu'ils font sur la voiture qui était un peu délaissée pendant qu'ils étaient avec Honda, parce que c'était trop facile de dire que Honda ça marche pas, et ils mettaient pas trop d'efforts sur les châssis, sur la voiture comme tal. Mais maintenant, oui, ils font un bon travail, ça c'est del bon travail, ça marche, mais quand même, on peut pas dire que ils sont la 3e parce qu'on ne peut pas oublier à Racing Point. Ou aussi, ils font del travail y seré là si seré juste côte à côte avec McLaren. Si McLaren, si Racing Point il avait pas endossé les 15 points de pénalité qu'ils se sont fait enlever. Fait que oui, McLaren a fait des podiums avec les 2 pilotes, Racing Point, juste un pilote qui fait des podiums, mais il était plus constant que McLaren, parce que oui, McLaren fait de bon travail, mais il y a eu quelques pépins pendant la session. Des fois c'est Norris qui a des problèmes, des fois c'est Sainz. Oui, ils sont là, mais il n'y a pas la fiabilité. Ils n'ont pas la fiabilité qu'on peut trouver sur la voiture de Racing Point. Parce que oui, ils sont là, ils travaillent, mais on ne peut pas comme les donner
comme ça l'accord de la troisième place parce que on doit regarder qu'ils sont là, oui, ils font le travail, mais à cause que aussi Racing Point était pénalisé, aussi que Ferrari est disparu. Oui. Et ça, c'est un bon point aussi, parce que dès que Ferrari a disparu d'en avant, c'est sûr qu'il y a plus d'équipes qui vont aller chercher la place. C'est pour ça que je dis, oui, ils sont là, ils ont la troisième place, mais il faut que pendant la deuxième partie de la saison, il faut confirmer ça. Oui. Il ne faut pas s'arrêter parce que s'ils ne travaillent pas, s'ils ne travaillent pas sur la fiabilité aussi parce qu'ils ont beaucoup de problèmes sur les pistons, des fois il y a beaucoup d'erreurs aussi. Il faut qu'ils règlent quelques petites choses pour s'assurer de se tenir dans la troisième place. Sinon, ça va être... Et ça ne va pas durer longtemps. Oh, Parce qu'il y a d'autres équipes qui sont déjà là, proches ou étaient là, mais à cause d'autres choses. Et en plus, il y a d'autres équipes qui travaillent aussi. Renault il travaille sur la voiture et Racing Point il travaille sur la voiture. Fait que il ne peut pas s'endormir là en confiant qu'ils sont là dans la troisième place parce que c'est temporal pour le moment. Ouais. Marc-André, est-ce que tu veux, est-ce que tu abondes dans le même sens qu'Anna Maria? Oui, puis non. Je suis un peu entre les deux. Je dirais que McLaren, ce que je remarque, puis ça va peut-être pas être clair vu qu'on est seulement audio, mais je regarde en ce moment le nombre de points obtenus lors des différents Grands Prix et je trouve que Racing Point a un peu plus de constance. On Ça, c'est vrai. regarde, par exemple, McLaren ont eu deux grosses fins de semaine avec 26 et 30 points en Autriche et en Italie, alors que après ça, ils ont 2 à 6 points, des fois 10, alors que Racing Point, ça ressemble beaucoup plus entre 14 et 20 points lors des différents Grands Prix. Bon, ils ont eu quelques problèmes là, au Royaume-Uni, ce qui a rendu la course difficile pour leurs deux pilotes. Mais rendu là, je pense que ça va être une course jusqu'à la fin entre McLaren et Racing Point. Je ne pense pas que Renault va être en mesure de suivre la cadence des deux, malgré le fait qu'ils sont assez proches l'un des autres. Alors, moi, j'ai hâte de voir surtout la façon dont Racing Point va répondre lors de la deuxième moitié de saison parce que ça va être là le nerf de la guerre. Je pense que si Racing Point est capable de travailler sur sa voiture pour la rendre plus performante, je pense que ça va être vraiment là, ça va faire la différence. Mais McLaren, honnêtement, ont une saison absolument incroyable. On est obligé de leur donner le crédit d'un travail qui a été fait, et pas juste de l'an dernier, ça vient de plus loin. Depuis qu'Alonso est parti, cette écurie-là travaille à ramener la voiture à un niveau respectable, et c'est ce qu'ils font en ce moment. Bon, il y a eu le départ de Honda où la cohésion ne se faisait plus du tout, alors c'est sûr que ça aide. Mais Ouais. reste que cette équipe-là a retrouvé un sens à la course et une raison de tout simplement d'être dans la compétition, alors que plusieurs questionnaient la pertinence de McLaren dans le temps d'Alonso. Alors, c'est le fun de voir une ancienne écurie revenir à un niveau comme ça. Et présentement, ils vont réussir à compétitionner avec Racing Point. Je pense qu'ils vont terminer troisième également. Mais je vous jure, ça va être une course de tous les instants lors des prochains Grands Prix. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et justement, Anna Maria, tu en parlais, les 15 points, les 15 points de Racing Point. Racing Point en a 92. Ajoutons les 15. Ça donne 107. McLaren en a 106. Donc, sans cette sanction, McLaren... Ils sont juste côte à côte. Côte à côte, exactement. Donc, c'est beau à voir. C'est là où je suis totalement d'accord avec toi, en fait avec vous pour dire que ça risque d'être
Belle bataille pour la troisième place entre McLaren et Racing Point. Moi, j'ai rien à redire pour McLaren. Les deux pilotes font énormément de travail. C'est vrai qu'il y a eu des courses où la voiture orange papaye, devrais-je dire, la couleur papaye, a été un peu plus en retrait, je pense entre autres en Hongrie. Carlos Sainz a eu beaucoup de pépins, alors je pense que effectivement, Anna Maria a raison de dire que ça pourrait être mieux pour McLaren. Mais force est d'admettre que Racing Point est plus constant. Et d'ailleurs, on va parler de Racing Point. Donc, comme on l'a dit, 92 points. Avec 3 pilotes. Lance Stroll, qui est actuellement 6e. Sergio Perez, qui se retrouve au 9e rang. Et Nico Hülkenberg, qui a donné 6 points à l'écurie rose, vu qu'il a remplacé Sergio Perez qui avait été atteint de ce bullshit virus. Alors, j'ai envie de vous poser la question suivante. Elle est très facile. Est-ce que Racing Point est l'écurie de... Ben, non, ok. Je vais rephraser ça. Aïe, aïe. Est-ce que Racing Point est l'écurie qui a dominé le plus l'actualité en Formule 1 outre que Mercedes? Oui, là peut-être. Oui. Outre que Ferrari, je pense que Autre que Ferrari, oui, il domine l'actualité depuis un bout. Et c'est bon pour la marque, honnêtement. Oui. Même si la marque va changer, de faire parler autant. La phrase est bonne à dire, là, mais qu'on en parle en bien ou en mal, l'important c'est qu'on en parle et c'est le cas. Je pense que cette voiture est très controversée. Les gens ne sont peut-être pas en accord avec la façon dont Racing Point ont fait la voiture en copiant pratiquement de façon identique la Mercedes 2019. Et ce que je peux apporter comme point, c'est, je pense qu'en début de saison, je me souviens plus ce qu'on disait à ce propos-là, mais j'ai l'impression qu'on avait le sentiment que cette voiture-là allait être bien meilleure qu'elle l'est en ce moment. C'est un peu, au final, peut-être une certaine déception qu'elle ne se retrouve pas au 3e rang. Même si on parle des 15 points, on voit, c'est pratiquement côte à côte, avec 107 points chez Racing Point et 106 chez McLaren. Alors moi, ce qui me fait dire, c'est que cette voiture-là avait un bel avenir durant la saison. On y voyait grand, alors que présentement, il se retrouve 4e, avec quelques problèmes malgré tout avec la voiture qui, à l'essence même, on voit quelques défauts à cette copie de Mercedes qui commence à sortir tranquillement plus les Grands Prix avancent. Alors moi, je me dis que oui, cette voiture est à la fois controversée, mais je pense qu'il y a un petit peu de déception, j'ai l'impression, chez Racing Point. Peut-être qu'on s'attendait à un petit peu mieux. Mais c'est sûr que les 15 points font mal. Mais j'ai très hâte de voir comment cette voiture-là va réagir prochainement. Anna Maria? Oui, oui, con rapport à ça, Marc-André, sí que dit on s'est fait convaincre que c'était la Mercedes de l'année passée. Fait qu'on s'attendait plus. Je pense que c'est là le problème. C'est beau dire, c'est une copie, oui, mais ça a beaucoup parlé, il était tellement controversé que peut-être on se fait convaincre que oui, que c'est la voiture, c'est la Mercedes de l'année passée et on s'attendait à plus. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que oui, que la voiture était faite pour Racing Point. C'est là qu'on dit, on copie des modèles, mais ça veut pas dire que ça va marcher. Oui. Mais ça là qui s'était copié, ça marchait. Et après que ça commençait, il y a beaucoup de problèmes en plus parce qu'il fallait que se battre aussi pour la légalité de la voiture. C'est autre chose aussi.
même avec ça, ils sont pas laissés, ils se sont pas laissés se battre, ils ont continué à maintenir la constance parce qu'ils ont eu une constance pendant les courses. À chaque course, les deux pilotes ils faisaient des points, ils ne restaient pas trop en avant, mais quand même, ils ramassaient toujours des points. Et maintenant, ils vont à l'avance, ils ont mis des nouvelles choses pour les Grands Prix la Toscane. Ils ont mis les planchers de l'auto qui étaient nouveaux. Mais maintenant, si tu vois l'auto qui s'en vient à Russie, il y a beaucoup changé la Mercedes. C'est pas pareil. Maintenant, on voit pas, on dirait qu'on voit les nouvelles modifications et les nouvelles pièces. Et on dirait que même les freins qui étaient tellement controversés sont pas pareils. C'est ça. Je dis, on était convaincus que c'était la Mercedes de l'année passée. En même temps, on était aussi convaincus qui travaillait pas qui travaillait sur la voiture. Mais oui, il travaillait et s'arrive les nouvelles pièces. On va voir que ça va donner. On a vu la voiture de Stroll à Toscane. Malheureusement, Ouch. il y a un problème avec, je ne sais pas, les pneus éclatés, mais on va voir en Russie qu'est-ce qui sent bien, si on fait un bon jeu et si les pilotes ils vont montrer pour voir qu'ils travaillent, parce que travailler, ils travaillent fort sur la voiture. Ouais. Mais comme tu dis, oui, on est un peu déçu parce qu'on s'attendait à plus, mais je me dis aussi, peut-être qu'on s'attendait à plus parce qu'on était convaincus que c'était la voiture, que c'est la Mercedes de l'année passée. Ouais, et je Et suis d'accord. c'était pas totalement comme ça parce que c'est fait pour l'équipe. C'est pas que Stroll, beaucoup de monde disait non, ils ont carrément acheté la voiture de l'année passée et l'ont mis sur la piste avec de nouvelles couleurs parce que ça c'est la blague qu'ils font toujours sur Twitter. Non, mais maintenant on voit la performance, on voit qu'ils travaillent et c'est pas la même voiture et eh, también les évolutions de la voiture aussi et maintenant ils disparaissent tous les petits pépins qu'ils faisaient se montrer comme c'est la même chose et c'est pas légal. Non, maintenant on peut pas dire que c'est pas légal. Exact. Et je dois dire, les pilotes font le travail, surtout Lance Stroll cette année avec sixième au championnat, ce qui est quand même... s'est même rendu quatrième, mais sans cet accident en Toscane, peut-être qu'il aurait eu ce deuxième podium de la saison. On va parler maintenant de l'écurie qui a tellement emmerdé Racing Point, Renault, avec Esteban Ocon et Daniel Ricciardo, 83 points cette année. Le meilleur résultat de l'écurie, ben, c'est une quatrième place inscrite à Mugello et en Espagne, en Belgique. Anna Maria, en quelques secondes, et Marc-André aussi, vous m'aviez parlé, vous m'avez dit que vous voyez pas Renault finir dans euh, au, au troisième rang. Mais est-ce que vous pensez qu'elle peut finir quatrième? Oui, probablement. Je suis un peu indifférent, je te dirais, sur les performances de cette voiture. Je me souviens de ma prédiction qui était assez éloquente, là. Je les voyais très loin dans le classement en début de saison. Ils m'ont surpris un peu parce ils ont réussi à aller chercher de bonnes performances, notamment au Royaume-Uni. En Belgique, ils ont profité de quelques difficultés pour plusieurs écuries pour réussir à obtenir quand même 20 et 23 points. Donc, c'est pas à négliger là, pour une écurie comme Renault. Mais non, écoute, je ne la vois pas terminer troisième. Euh, Peut-être quatrième, mais encore là, ça va prendre du travail parce que les pilotes semblent à leur aise. Même si Ocon, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des difficultés encore avec la voiture et à s'adapter à son nouveau travail. Ça faisait quand même longtemps qu'il n'avait pas embarqué dans une voiture, donc j'ai hâte de voir comment il va
se projeter comment il va faire et performer lors de la deuxième moitié de saison. Mais non, je ne le vois pas terminer quatrième. Je pense qu'il va finir cinquième devant la Ferrari. Oui, et si je peux rajouter en plus, il y a eu quand même beaucoup de problèmes de fiabilité, entre autres en début de saison, ce qui a, disons, empêché Renault de faire mieux. Anna Maria? Oui, mais la même chose, je ne le vois pas quatrième parce que tu vois, quatrième, troisième, c'est là qu'il y a McLaren et Racing Point, mais je ne pense pas qu'ils vont réussir à aller chercher la quatrième place parce que, comme tu dis, on a beaucoup de problèmes de fiabilité, des problèmes dans l'auto et à part ça, il fallait qu'il va chercher beaucoup de points dans Belgique, Italie, mais c'est ça. Après ça, on s'attend qu'à Russie, c'est tout autre scénario et il n'y a pas non plus beaucoup de nouveautés sur la voiture, ce qui fait qu'on ne s'attend pas à des grosses performances non plus. En plus, encore, n'est pas confortable encore sur la voiture. Ricciardo, il aimerait faire bien, mais aussi il relaxe parce qu'il s'en va. Fait que non, je ne le vois pas quatrième. Non, hein. Moi non plus. Non. Moi non plus, je vois pas Renault quatrième parce que oui, ils ont des bonnes performances. Peut-être que je vois Ricciardo monter. D'après moi, je vois Ricciardo monter sur le podium au moins juste une fois cette saison. Mais encore là, est-ce que la Renault va atteindre la performance souhaitée? Je l'espère, mais je ne pense pas parce que si les améliorations de Racing Point et de McLaren fonctionnent aussi bien comme on l'a vu avec Lance Stroll, même si c'était une course un peu dérangée, moi je pense que Renault, oui, va se battre avec McLaren et Racing Point, mais ce ne sera pas assez pour finir dans le top 4. Oh my God! On va parler de Ferrari. On a tellement parlé de Ferrari. On n'a pas beaucoup de temps pour parler de Ferrari. Ouais, je pense qu'on n'a pas le temps de faire leur procès. Mais parce qu'on l'a déjà assez fait. On l'a déjà assez fait parce que ça fait quoi? C'est notre... on a quoi? Une vingtaine d'épisodes? Je pense que la moitié d'entre elles, on a parlé on a tellement parlé de Ferrari, donc tout ce qu'on peut dire, juste en un mot, comment qualifier la mi-saison de Ferrari? Désastre. Désastre? Anna Maria? Décevant. Décevant? Moi, j'ai un mot. Irrécupérable. Irrécupérable aussi. Moi, j'ai un mot. LOL. Alors, c'est à tout. C'est moi. C'est LOL. J'ai été... on l'a vu. Moi, honnêtement, j'ai vu venir les contre-performances de Ferrari, mais pas à ce point-là. Charles Leclerc, oui, fait un très bon travail. 2 podiums cette saison. Vettel, il a hâte d'aller chez Aston Martin l'année prochaine. Alors, bon, écoutez, je sais qu'on a tellement parlé de Ferrari au cours de la saison. Allez écouter nos autres épisodes. Voilà, c'est ça. Allez écouter nos autres épisodes parce que ça va être juste un résumé très complet de ce qu'on pense de Ferrari. On va maintenant passer à une autre écurie italienne, Alpha Tauri, 7e, 53 points. Et on a beaucoup parlé de Pierre Gasly, évidemment, avec sa victoire et ses bonnes performances. Mais j'ai envie de me concentrer sur Daniil Kvyat parce que le Russe, et d'ailleurs c'est son Grand Prix national, à 10 points cette saison. Il est à 7 points de Sébastien Vettel. On n'en a pas beaucoup parlé du Russe, mais je voudrais avoir vos avis sur la mi-saison de Kvyat. Kvyat, il y a eu la maturité. Quand il était papa, il se tient tranquille. C'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup de lui. Aussi. Il est tout tranquille, tout concentré. Le seul crash, c'était parce que c'est pas sa faute. Ouais.
Mais ça disait aussi que quand le pilote il devient papa, il perd quelques décimes. Ah, ouais. Nico Rosberg est peut-être en désaccord avec ça. Mais oui, mais c'est vrai que Daniel Kvyat, c'est vrai qu'il est un peu plus en retrait. En qualification, il se qualifie mieux que Pierre Gasly. Mais je trouve que le Russe, quand même, est en retrait. Puis on parle beaucoup de Yuki Tsunoda comme Mhm. un probable candidat au volant de Toro Rosso, de Alpha Tauri l'année prochaine. Mais je sais pas. Kvyat a fait quand même bien. Il a marqué des points dans des courses un peu folles, comme à Toscane. Donc, j'ai l'impression que cette écurie peut profiter encore plus peut profiter un peu plus S'il y a des courses folles, ouais, des courses folles, mais aussi de la maturité, justement, comme tu dis, Anna Maria, de Daniel Kvyat. Comme il nous l'a prouvé en Allemagne l'année dernière. Puis même à la limite, à Mugello, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a été quand même bon. Donc, et toi, Marc-André? Moi, je trouve qu'il a fait son temps. Euh, j'ai l'impression que justement, il est plus en retrait que les saisons auparavant. Bon, au moins, il ne fait pas d'erreur. Si tu ne fais pas de points, l'important, c'est de ne pas faire d'erreur et ne pas mettre l'écurie dans le trouble avec une voiture brisée qui fait en sorte que ça donne des problèmes financiers à l'équipe. J'ai l'impression qu'en ce moment, il ne fait pas d'erreur, mais il ne fait pas plus tant que ça. On a eu des courses folles en Italie, justement, où il a quand même obtenu seulement 2 points. Bon, est-ce qu'on aurait pu avoir plus? Probablement. Mais c'est justement, je pense que malheureusement, la relève que Red Bull attendait est sur le bord d'arriver avec Yuki Tsunoda. Donc, je pense que Kvyat, c'est peut-être la fin l'an prochain. Mais j'ai hâte de le voir dans la deuxième mi-saison parce que c'est un pilote qui peut profiter de son expérience, de tout ce qu'il a appris dans son parcours de Formule 1. Un parcours qui a été tellement difficile et tellement éducatif pour un pilote. Il s'est fait rejeter de Red Bull grâce à de nombreuses erreurs. Il revient, a un enfant, gagne une, gagne une course. Gagne une course lors de l'Allemagne l'an dernier, alors qu'on ne s'attendait pas à ça. Je pense que ça fait plusieurs choses pour Kvyat. Et peut-être, si jamais on a une course folle, ce pilote-là en particulier pourrait ressortir du lot. Mais n'oublions pas qu'il est seulement à 7 points de Vettel. Ça, c'est une chose à ne pas oublier. C'est vrai. Et on ne sait pas avec les performances de Ferrari ce que ça pourrait donner. De Alpha Tauri, on va passer à Alfa Romeo. 4 points, gracieuseté de Antonio Giovinazzi et de Kimi Raikkonen, les deux pilotes ayant fini 9e en Autriche et en Italie respectivement. Je sais pas, on s'entend tous à dire que l'Alfa Romeo n'est pas celle qu'on avait vue l'année dernière, ça c'est clair. Mhm. Si non, nous... mais, Oui, vas-y, Anna Maria. non, mais le problème on va parler d'Alfa Romeo, après on va parler de Haas. Le problème, c'est qu'ils sont pénalisés avec ça, avec Ouais. ces moteurs Ferrari. Regarde, Ferrari et où c'est la même chose. Toutes les équipes de Ferrari se retrouvent derrière. Même Haas, il y a peine à marquer un point, fait que c'est très pénible, mais on ne peut pas blâmer juste l'équipe parce que regarde, tu vois comme Raikkonen, il se bat devant les Ferrari avec l'Alfa Romeo. Tu peux voir qu'ils font, ils travaillent fort sur la voiture, mais ils n'ont pas la puissance, il manque quelque chose. Et je pense que Ferrari, avec cet accord qu'ils ont fait avec la FIA, accord secret qu'on ne sait pas, mais se regarde dans la piste, on voit que c'est sûr, ils se font couper sur le moteur et on voit tout ce qu'ils ont le moteur Ferrari, ils se retrouvent en arrière.
Et c'est dommage parce que c'est des petites équipes comme As, comme Alfa Romeo qui profitent beaucoup la première partie de la saison pour chercher des points le plus possible parce que c'est des petites équipes qui apportent pas beaucoup de nouvelles choses après à la voiture. On peut les bouger pour ça. Fait qu'ils profitent et cette année, ils ne peuvent rien faire. Ils sont attachés avec le moteur Ferrari que ça n'avance pas. C'est ça dommage pour Alfa Romeo, qu'on devrait le voir un petit peu plus en avant, un petit peu plus se battre, mais il ne pouvait pas grand-chose que se battre avec la Williams. Et Marc-André, ensuite, je vais vous poser une question. Marc-André, est-ce que tu crois que Antonio Giovinazzi aurait pu faire mieux cette saison? Je pense que les gens s'attendaient à mieux. Vu la montée et l'ascension qu'il avait lors de la dernière saison, on pouvait croire qu'il allait connaître une meilleure saison cette année. Et c'est un peu décevant. Je pense que j'aurais aimé ça le voir mieux performer. Est-ce que c'est tragique pour une écurie comme Alfa Romeo qui malheureusement a beaucoup de difficultés? C'est complètement en raison du moteur Ferrari. Ouais. Cette voiture-là a été conçue, selon moi, en pensant que le moteur Ferrari allait pouvoir bien performer ou au moins leur donner une meilleure chance qu'en ce moment. Et c'est une surprise, je crois, dans l'équipe que le moteur Ferrari ne performe pas au niveau où il est supposé. Autant chez Ferrari que les écuries sœurs qui ont opté pour le moteur Ferrari. Alors, Giovinazzi est peut-être une déception et ça pourrait peut-être lui coûter un poste. On sait que, tout comme Kvyat chez AlphaTauri, il y a des jeunes qui poussent dans l'équipe de Ferrari des jeunes espoirs. Et Oui. c'est non négligeable pour une écurie comme Ferrari de peut-être faire monter prochainement un pilote qui est en F2 en ce moment. Que ce soit Schumacher, que ce soit Fitz, je me souviens plus de son nom, Fitz quelque chose. Alors, Schwartzman, Mick Schumacher, Callum Ilott. exact. Camelo, ils vont aller un chez Ferrari, l'autre, un chez Alfa Romeo, l'autre chez Haas. Alors, j'ai hâte de voir. Je vais vous poser la question qui m'a été posée par François Labrec sur Facebook. Est-ce que Raikkonen a souri depuis le début de la saison? Non, Non? j'ai pas l'impression. Anna Maria? Oui, on l'a vu quelques souris, mais je pense que lui, il est pas... Il s'amuse pas cette année. Je pense qu'il s'amuse pas trop. Il s'amusait la dernière course, oui, parce qu'il était à l'avant, mais ça, c'est fait de passer pour toutes les voitures. Je pense que personne n'aime pas ça. Non, moi... Je pense que Kimi, il s'amuse pas beaucoup. Il planifie sa retraite, j'imagine, même si l'équipe veut le garder. Mais je ne sais pas, je pense pas qu'il va rester. Non. Moi, j'ai pas l'impression qu'il va quitter après une aussi difficile saison. Ouais. Mais c'est ça parce qu'il a le choix. Bonne Et question. c'est lui qui a comme le choix de rester ou quitter parce Ouais. que son poste, c'est à lui. C'est pas comme Giovinazzi. Lui, c'est dans son chaise, comment ça dit? Ferrari. Son baquet Ferrari. Ouais. Oui, c'est son banquet Ferrari. Il va sortir à n'importe quel moment parce que Mick Schumacher, il s'en vient. Hein. Ça c'est pas... C'est une vérité. C'est pas mal confirmé. Raikkonen et Alfa Romeo, y aimerait ça avoir la double. Mick Schumacher, les gens, et Kimi Raikkonen, les vieux expérimentés, et en plus, tu imagines, avec Kimi, qui a toute sa notoriété, l'équipe, en plus, avec Schumacher, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup parce que tout le monde sait que ce n'est pas une équipe qui performe à l'avant. Et qu'il peut faire de zéro, il peut se donner la chance d'avoir des gens, de se préparer aussi.
Mais on va voir. Mais je pense pas que ça dépend aussi de Kimi, parce que Kimi, non, il n'y a pas l'air trop content cette année. Ouais. Lui a dit, si ça ne mousse pas, mais c'est ça. Et moi, j'ai répondu à François. Probablement, il a souri à Mugello avec ses 2 points ou après avoir mangé une bonne crème glacée. Ouais. Donc, probablement, c'est 2 moments préférés parce que je pense que cette saison, c'est pas fameux. Et si c'est pas fameux chez Alfa Romeo, ça l'est encore moins chez Haas avec 1 point, gracieuseté de Kevin Magnussen en Hongrie. On n'a pas beaucoup parlé de Haas parce que cette saison, on a parlé de Grosjean la semaine dernière pour le Grand Prix de Toscane. On a parlé aussi de Haas à cause de leur stratégie géniale. En gros, ils se sont arrêtés. Ils ont changé les pneus lors de la course, lors du départ de la course, alors que la piste s'asséchait. Mais à part cela, Haas est pas mal prisonnière, en fait, d'une situation. Oui, vous en avez parlé avec le moteur Ferrari qui est en deçà des attentes, mais avec un châssis aussi qui ne répond clairement pas aux attentes et ils sont pris avec. Donc, Non, mais oui, vas-y. c'est ça, como dice Marc-André Tato avec Alfa Romeo, peut-être il comptait sur les moteurs, c'est ça. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi qu'a fait la FIA avec Ferrari. Peut-être l'année passée, il pouvait se battre, mais cette année, il ne pouvait pas même pas faire de zéro parce qu'il n'y a pas, il y a pas de chance de se battre, rien. Mais peut-être que As a compté beaucoup sur les motos, sur la performance des motos et il n'est pas là. Parce que quand tu as passé une bonne voiture, peut-être tu travailles, tu dis oui, je vais chercher un petit peu plus avec la puissance, mais il n'est même pas là. Mais les pilotes, ils ne peuvent pas se battre et l'auto n'est pas beaucoup. Fait que c'est ça, ils sont un peu coincés, même qu'on pensait eh, que l'équipe était en train de disparaître, mais quand même, ils ont signé l'accord de la Concorde, on dit, Ouais. ils vont rester, mais c'est une année très, très difficile pour eux. Un point, c'est pas les meilleurs depuis qu'ils sont là, que c'est très difficile. Et toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses de la situation de Haas cette année? C'est un peu comme Alfa Romeo. Je pense qu'ils s'attendaient à pouvoir compter sur le moteur Ferrari. À l'opposé, c'est une écurie qui présentement ne dépense aucune scène sur la voiture. Alors ça, c'est certain que ça n'aide pas. Je pense que Gene Haas l'a bien mentionné qu'il n'allait pas faire d'investissement sur cette voiture 2020. Alors pour moi, ça va être ainsi. Ils vont devoir continuer à avoir de mauvaises performances comme ils l'ont présentement. Et c'est dommage pour les pilotes parce qu'ils n'ont aucun moyen de se battre de façon convenable cette année. Et ça sent la fin pour ce duo qui, ça fait longtemps, selon moi, qu'il aurait dû être démantelé et recommencer à nouveau. Et j'ai l'impression peut-être que l'an prochain, ça pourrait se faire, mais j'espère que les pilotes vont profiter de cette dernière année ensemble, même s'ils ne s'aiment pas trop, je crois. Alors, Oh, je crois pas à ça. Au Les moins, deux s'entendent très bien. au moins nous donner quelques chances de parler de lui. ouais, écoute, ça serait le fun que Haas connaisse dans une course folle un peu de bonheur, parce que présentement, c'est triste pour l'équipe, pour les membres qui travaillent quand même fort pour que cette voiture soit présentable lors d'un Grand Prix. Et c'est dommage pour les mécanos, c'est dommage pour tout le monde qui y travaille. Ah oui, tellement. Et puis, c'est triste, en fait. C'est triste pour Haas, en fait. Et on va terminer avec Williams. Pas de points, mais de meilleures performances que ce qu'on a vu l'année dernière, entre autres avec des performances assez exceptionnelles en qualification de George Russell. Nicolas Latifi qui a
qui a été correct. C'était pas des trucs spectaculaires, mais il s'est bien débrouillé quand même, là. Malheureusement, on attend encore ce fameux premier point. Oui, là, je serais un peu plus, comment se dice? Avec William, j'étais trop sévère l'année passée avec l'équipe. J'étais trop sévère parce qu'ils ne travaillaient pas bien, ils ne faisaient pas le bon travail. Je pense que cette année, ils sont un peu plus mieux. Ouais. Même si c'est les autres qui sont un peu plus pires aussi. Oui, c'est vrai. Mais je pense que les deux pilotes, je blâme les deux pilotes parce que ça se remarque pas, mais ils étaient erratiques, les deux. Oh! Même Russell et Latifi, à chaque fois, il y a des têtes à coup, il y a ces sorties de piste, ça coûte un petit peu plus à l'équipe. Et je pense qu'à chaque fin de semaine de course, il y a quelque chose qui se passe avec Latifi, la dernière course, où il pouvait profiter, il était catastrophique, il était erratique, il y a toutes sortes de mêlées. Mm-hmm. Et pareil, c'est des pilotes, je dis, on parle pas de eux, mais quand même, Russell, même si était bon pilote, si fait de bons qualifs, il était pénalisé aussi quelquefois pour pas respecter les drapeaux jaunes. Mm-hmm. Les deux pilotes, ils sont jeunes, les deux, ils ont le temps de faire des erreurs, d'apprendre. Mais je pense que cette année, pour William, est un peu dommage parce que si un des pilotes un petit peu plus performant, au moins un des deux pilotes avec plus d'expérience, peut-être ils peut aller chercher ce point ou quelque chose en avant. Je ne dis pas de se battre, mais regarde, Latifi, dans son course, il était comme 2, 3 tours derrière. Je dis, ben, c'est beaucoup. Oui, il y a des problèmes, il arrête, il voulait changer de l'aileron et tout, mais il restait, mais c'était comme incroyable, mais on ne les remarque pas. C'est ça qui me surprend. Tous ces erreurs, ça ne se remarque pas cette année. Je dis, Ouais. quand Stroll était là, on remarquait les erreurs, tout de suite. Ah, ça, c'est vrai. Et toi, Ça, c'est vrai. Et je dis, on est des fois sévère avec quelques pilotes, mais les autres, on ne remarque même pas. Mais oui, cette année, les pilotes qu'on remarque même pas. Et si tu regardes tous les courses, tu vas voir qu'est-ce que j'ai dit. Les deux pilotes, ils ont commis beaucoup d'erreurs cette année et on ne les remarque même pas. On est trop silencieux à l'arrière. On dit, William, oui, on est habitué à les voir derrière, mais c'est deux pilotes qui ne font pas parler. Et toi, Marc-André, est-ce que tu abondes dans le même sens qu'Anna Maria concernant Williams? Moi, je trouve que c'est une saison qui est positive quand même. C'est une saison qui est positive parce que, oui, ils n'ont pas de points, mais on y voit peut-être une meilleure performance en tant que telle de la voiture. Je Mais sens oui, qu'il y a une avancée de cette écurie. Souvenons-nous là, à quel point McLaren était loin. Bon, eux réussissent à faire des points. Là. On est bien loin de la performance de Williams, vous allez me dire, et je suis d'accord. Mais on, on commence par avancer. C'est important pour une écurie quand elle se trouve dans un brouhaha comme pas Mercedes, Williams est en ce moment, c'est d'avancer. Que ça soit à pas de tortue à la place de le faire en pas de lièvre. Là. L'important, c'est d'avancer et c'est ce qu'ils font. Je pense que toute la réorganisation aussi, le départ de la famille Williams pourrait être bénéfique malgré tout ce qu'on peut dire sur la famille Williams dans les dernières années. C'était peut-être le temps qu'elle quitte la Williams. J'ai l'impression que j'ai hâte de voir comment cette écurie va se comporter sans Claire Williams et la famille Williams. Donc, les prochaines semaines, prochains mois vont peut-être nous indiquer la tournure des prochaines années. Mais j'ai hâte de voir parce que c'est une écurie qui doit revenir. Peut-être pas au sommet, mais qui doit revenir compétitif pour la Formule 1 pour qu'elle se tienne bien. Cette
cette compétition. Et Russell, on l'a vu bien performer, même être supérieur à la voiture. Et ça, c'est très positif. Oui, et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner la deuxième partie de la saison pour Williams. Alors, c'est à voir. Et ça va commencer en Russie cette fin de semaine avec le Grand Prix de Russie à Sochi. Alors, c'est ce qui complète cette revue de la mi-saison 2020 de Formule 1. Alors, la prochaine épreuve aura lieu en Russie, puis évidemment, on va faire un retour sur cette épreuve à Sochi, dans la belle station balnéaire proche du village olympique. Et évidemment, si vous avez apprécié le podcast, vous pouvez partager le tout. L'épisode est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et toute autre plateforme de podcast préférée. On a même, j'ai même sorti un épisode de Histoire de F1 qui fait le point sur la Super League Formula et la première One Grand Prix où le soccer ou le foot et la course automobile ont créé un drôle de mélange. Donc, l'épisode est disponible sur les plateformes de podcast et sur notre site bulletinf1.com. Si vous voulez ajouter votre mot sur les épisodes, sur l'actualité qu'il y a en cours sur l'univers de la Formule 1, vous pouvez nous suivre sur Facebook @facebook.com/le bulletin F1, pardon, et sur Twitter @le bulletin F1, ainsi que sur Instagram, aussi @le bulletin F1. Et évidemment, on va faire les live tweets pendant le Grand Prix. Alors, n'hésitez pas à nous suivre. Marc-André, Anna-Maria, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Abdou. Je m'appelle Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1. Je vous souhaite une excellente deuxième saison de Formule 1, deuxième moitié de saison de Formule 1, peu importe où vous êtes. Et on continue toujours de rouler avec le bulletin F1. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe où vous êtes. Salut à tous.